Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec Stéphanie Lachery des Hauts-de-France, de notre partenaire AFP2I, donc pour qu'elle nous parle de son dispositif régional Détour créatif. Alors pour commencer, Stéphanie, est-ce que tu peux nous présenter ton dispositif régional, tes chiffres clés, le nombre de bénéficiaires, de cohortes, les profils de tes bénéficiaires, etc. Alors bonjour Tiffaine. Effectivement, Détour créatif pour la FP2I, c'est trois cohortes d'environ 15 bénéficiaires. Alors une à Bruay-la-Buissière, une à Lens et une à Frévent. Alors sur Bruay, on a eu 15 bénéficiaires avec 6 sorties positives, 2 entrées en formation qualifiantes et des PMSMP, beaucoup de choses, une belle représentation au concours national, donc on était riche déjà d'une première lancée. Ensuite, on a instauré une cohorte à Lens avec un partenaire qui était le Pôle emploi et les deux agences du Pôle emploi de Lens. Lens Gare et Lens Centre-Ville, où là, on a déjà aussi des belles sorties positives. On a 7 sorties positives et une belle préparation au concours, mais j'en dis pas plus puisqu'il faut un petit peu de surprise pour le prochain concours. Et enfin, une cohorte dont je m'occupe à Frévent dans le Ternois, donc une zone rurale, où là, on a décidé d'opter pour un sourcing aller vers, où on a effectivement changé d'optique et on s'est dit il faut aller vers les invisibles, prendre les baskets, aller dans les magasins, dans les salles de sport. Et donc, on a réussi à obtenir 9 bénéficiaires de cette façon-là. Donc, ça a bien démarré depuis fin mai, depuis le 29 mai précisément. Et ils sont en dynamique, ils ont déjà fait pour la plupart des périodes de PMSMP. Les projets professionnels sont définis et puis il y a une belle dynamique, il y a des sourires, il y a des participations au comité des bénéficiaires. Donc voilà, c'est quelque chose qui roule. Alors tu nous as parlé de, en effet, 3 cohortes AFP2I, donc qui est le pilote régional Hauts-de-France, mais vous avez également 2 cohortes qui ont été mises en œuvre par des partenaires, je le précise, donc Action et CAPEP. Donc il y a 5 cohortes en tout dans les Hauts-de-France qui ont déjà démarré à ce jour. Donc toi tu vas parler nous plus précisément des cohortes de Bruay et Frévent, un peu de Lens, donc de vos 3 cohortes AFP2I, mais il y a 2 autres cohortes qui ont été montées par ailleurs sur le territoire, donc par des partenaires AFP2I. Donc tu as commencé à nous parler de votre stratégie de sourcing, mais du coup j'ai peut-être un peu moins les profils des bénéficiaires. Sur les bénéficiaires, donc tu nous as parlé de Pôle emploi pour Lens. Quels étaient les profils des bénéficiaires donc de Bruay et de Frévent? Donc tu nous as dit aussi avec la Vert, quelles sont un peu les différences de profil entre les cohortes, puisque vous aviez un autre prescripteur sur la cohorte de Bruay. Alors oui, effectivement, des grandes différences dans l'ADN des cohortes. À Bruay, on avait donc une cohorte 100% conseil départemental du Pas-de-Calais, avec des bénéficiaires à 100% allocataires du RSA, donc éloignés de l'emploi, mais ceci étant bénéficiant d'un réseau de transport urbain et de beaucoup de possibilités au niveau entreprise et intérim. Là, à contrario, sur la cohorte de Frévent, on est dans une zone ultra rurale avec beaucoup moins de possibilités, notamment de mobilité. Et le aller vert fait que j'ai une disparité de profil. Ça peut aller du jeune de 22 ans sans expérience, sans qualification, à une personne en situation de handicap qui doit se reconvertir pour des raisons de santé. Donc, j'allais dire c'est enrichissant parce qu'après une première cohorte avec un profil plus homogène, là j'ai un défi supplémentaire, c'est effectivement d'adapter mon dispositif des tours à une disparité de profils. Donc là, ça me demande plus d'adaptation et tant mieux puisque c'est la deuxième cohorte. Donc voilà, c'est intéressant d'analyser sa pratique et de faire encore mieux que la première. Concernant Lens, là aussi on est sur une cohorte homogène puisque 100% des bénéficiaires de ma collègue sont des bénéficiaires du Pôle emploi. La petite particularité, c'est que la clause avec le Pôle emploi, le partenariat, la convention signée, c'était des bénéficiaires du Pôle emploi depuis plus de 2 ans, en recherche depuis plus de 2 ans, donc de longue durée. Donc là aussi, il a fallu traiter assez vite des notions de confiance en soi, d'estime de soi, puisque c'était des personnes qui étaient détachées du parcours professionnel depuis très longtemps.
Super, ben on en sait bien plus sur les profils des bénéficiaires. Du coup, je reviens sur les stratégies de sourcing, donc puisqu'il y a eu une adaptation entre la première et la deuxième, donc est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et développer aussi un peu plus les démarches que tu as effectuées donc dans le Aller Vert. Alors oui, il y a eu un choix fait avec ma direction. On a décidé en fait pour la cohorte de Bruay dans le Ternois d'adopter la technique aller vert qui va tout à fait avec le dispositif des tours créatifs. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on ne voulait pas de concurrence avec d'autres dispositifs. On voulait vraiment présenter des tours créatifs d'une façon originale sur le terrain. Donc on a effectivement battu le pavé. On est allé distribuer des flyers grâce notamment à la campagne de communication Chapter. On a utilisé tout ce qu'on pouvait utiliser, hein, mis à disposition au niveau national des tours créatifs. Et ça a plutôt bien marché puisque en 2 mois et demi, on a réussi à réunir une cohorte qui comporte maintenant 9 bénéficiaires. Donc voilà, on a un groupe qui s'est formé simplement avec le Aller Vert et c'est plutôt intéressant pour moi en tant qu'accompagnatrice parce que du coup j'ai une autre vision de des tours créatifs et là il y a vraiment un sourcing, j'allais dire 100% vers les invisibles, donc c'est ça qui était intéressant sur le Ternois. Par ailleurs, en préparant cette interview, on avait parlé donc des prescripteurs classiques. Là, on a vu Pôle emploi, ça a fonctionné parce que vous avez un bon partenariat avec eux sur le territoire. En revanche, sur les dernières cohortes, on souhaitait, enfin, ce qui avait été indiqué au niveau national, c'était d'aller vers le CEJ, donc les missions locales et aussi les pôles emploi, hein, qui maintenant sont aussi des opérateurs du CEJ. Peux-tu nous dire si ça a fonctionné avec les missions locales sur ton territoire? Alors Tiffen, effectivement, c'est un petit peu le bémol sur mon territoire dans le Ternois précisément. Le aller vert, c'était très bien, mais on a aussi voulu compléter notre cohorte avec les opérateurs classiques de l'insertion. Il se trouve que précisément dans le Ternois, la mission locale a été un petit peu frileuse par rapport aux prescriptions des jeunes. Pourtant, on est allé faire une présentation, on a expliqué toute la valeur ajoutée du dispositif des tours créatifs par rapport au nombre d'heures que le CEJ exige pour les jeunes. On a essayé de leur faire comprendre qu'on n'était pas concurrents, mais bien partenaires de l'insertion pour les jeunes, identifiés sur le territoire. Ceci étant, après plusieurs relances et présentations, la méfiance de la mission locale du Ternois a fait que pour l'instant, je n'ai encore réussi à obtenir aucune prescription des jeunes, mais je ne lâche rien, je continue de temps en temps à leur parler des tours créatifs en espérant peut-être avoir un jeune ou deux d'ici quelques mois. Donc encore une vision de concurrence et pas de complémentarité en fait du dispositif avec les missions locales. Super. Est-ce que tu peux maintenant nous parler des parcours qui sont proposés à la FP2I? À quel rythme vous voyez les bénéficiaires en individuel, en collectif, etc. Oui, bien sûr, Tiffen. Alors, au niveau du rythme, on a décidé de déployer le dispositif des tours créatifs sur 2 jours par semaine. Alors, la première journée, c'est une journée d'atelier, de retour d'échange quand ils sont en période de stage, d'immersion, quand ils ont fait une période intérimaire, une mission d'intérim. Donc, il y a beaucoup d'échanges, d'analyses de pratiques de leur stage, etc. Donc là, on est plutôt dans l'échange d'expérience. Donc ça c'est le matin. L'après-midi, le lundi après-midi, là c'est un des très bons moments aussi. Ils sont en préparation du concours où là ils se sont mis en dynamique. Moi je les accompagne comme une chef d'orchestre sur le terrain, sur la préparation de leur concours national. Donc là, il y a une belle dynamique qui s'opère. J'ai un groupe qui s'entend bien. Ils sont tous très solidaires. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc ça, c'est la journée du lundi. Et la journée du jeudi, toujours des ateliers collectifs, mais cette fois-ci à la
carte, où là, on va déployer l'offre de services AFP2I, notamment on les prépare à la certification PIX, au certificat CLEA, et on a aussi la possibilité de faire appel à des intervenants. Donc on a par exemple une coach en esthétique qui vient leur donner des bons conseils pour le retour à l'emploi. On a aussi des intervenants en psychologie du travail. Parfois on a des intervenants aussi sur les addictions. Donc entre l'offre de services AFP2I et les intervenants extérieurs, on arrive à finalement donner une impulsion très dynamique au détour créatif dans les ateliers collectifs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à déployer. Et aussi, les bénéficiaires de ma cohorte sont tous inscrits sur un WhatsApp détour créatif, ce qui fait que quand ils sont en emploi, en immersion, en PMSMP, ils sont toujours au courant en temps réel de ce que les autres font, notamment pour le concours. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, c'est très prégnant dans... Voilà, il y a un lien qui est vraiment en continu et permanent. Il y a des photos, il y a des vidéos, donc voilà, ça se passe très bien. Je faisais déjà ça pour la cohorte de Bruay. Je sais que je ne suis pas la seule accompagnatrice à le faire et pour moi c'est très intéressant de fonctionner comme ça. Ce serait même un élément très intéressant à développer dans d'autres dispositifs. Pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. Donc ça c'est pour l'aspect collectif. Ensuite pour le coaching individuel, on est flexible aussi en fonction bien sûr des actualités d'emploi et d'insertion des bénéficiaires. On garde bien sûr le rythme d'1 heure minimum par mois en individuel. Ceci étant, moi je garde une flexibilité, je trouve que c'est important pour eux de savoir que quand il y a une actualité, quelque chose d'important, ils peuvent me voir 1 heure et demie, 2 heures. À l'inverse, si c'est un mois un peu creux et qu'il n'y a pas de nouveauté, ils savent qu'ils peuvent me voir une demi-heure et on décale. Mais en tout cas, la moyenne dans l'année, c'est bien 1 heure de coaching individuel par personne. Mais toujours avec cette notion de personnalisation, d'adaptation et de flexibilité qui pour moi est importante puisqu'on essaye vraiment de se calquer et de s'adapter à la personne dans sa différence et dans ses besoins. Ok, donc là vous avez 2 jours complets, c'est ça? Donc le lundi journée et le jeudi journée. Donc avec, comme tu dis, des ateliers à la carte. Donc à la carte en fonction des besoins des bénéficiaires. C'est-à-dire que vous avez plusieurs propositions. Ils peuvent aller, comme tu disais, sur du PIX, du CLEA ou assister à un atelier d'un intervenant extérieur ou c'est ça? En fonction des besoins, ils peuvent être dispatchés sur différents ateliers le jeudi, c'est ça? Voilà, Tiffaine, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le lundi matin, on annonce le programme du jeudi, puisque lundi c'est une journée fixe, ils le savent, notamment préparation au concours, échange d'expérience, retour d'expérience. Et par contre, le jeudi, effectivement, ça va être des inscriptions pour des ateliers à la carte. Donc c'est aussi une autre particularité à la FP2I, c'est une certaine flexibilité, c'est-à-dire de ne pas tout imposer aux bénéficiaires, mais bien de proposer. Alors moi, j'ai mon rôle aussi à jouer en tant qu'accompagnatrice, puisque on lutte contre la fracture de la mobilité, on lutte contre la fracture numérique. Donc on a des ateliers en ce sens qui les aident. Alors bien sûr, les personnes identifiées dans ces freins-là, on va les inciter à s'inscrire dans les ateliers, mais ça se passe naturellement et de façon fluide. En fait, les bénéficiaires s'inscrivent là où ils ont besoin, notamment le CLEA. Sur 9 bénéficiaires, j'en ai 7 qui se sont inscrits pour participer à la certification CLEA. Donc c'est plutôt intéressant. On voit qu'il y a un taux de participation aux ateliers à la carte intéressant. Donc on continue de cette façon puisque ça fonctionne bien comme ça. Ok, donc là on a des jours fixes pour la partie collective. En revanche, c'est plus flexible sur les entretiens individuels. Comme tu le disais, j'imagine sur les moments de rendez-vous, en fonction qu'ils soient en PMSMP, qu'ils soient disponibles, s'il y a des gardes d'enfants, etc. Donc vous adaptez vos temps individuels en fonction du planning des bénéficiaires. Et en plus, vous adaptez le temps de ces entretiens en fonction du besoin mensuel. Enfin, s'il y a un gros besoin ou pas, vous adaptez ce temps-là. Et qu'est-ce que vous y faites, du coup, dans ces entretiens individuels ?
Alors oui, effectivement, on est flexible sur les entretiens individuels, on essaye de se rendre disponible de manière intelligente et en cohérence avec ce qui se passe pour eux au niveau insertion professionnelle. Alors dans l'entretien individuel, il y a plusieurs axes. On essaye toujours d'être au plus près des besoins des bénéficiaires. Alors bien sûr, il y a la réalisation des outils de travail. On travaille beaucoup aussi l'autonomie, puisque l'idée c'est quand même si on a un confort avec des tours créatifs d'un temps d'accompagnement assez long, on essaye toujours de les rendre autonomes dans leur recherche. Donc il y a toujours ce côté objectif entre deux entretiens individuels où on essaye de vérifier que ce qui a été dit, explicité, demandé le mois d'avant a été réalisé. Donc une fois qu'on a vérifié que les objectifs étaient... on en remet d'autres, effectivement, pour faire avancer la personne. Alors ça peut être aussi des objectifs par exemple, de connaître les aides, l'offre de services. On a la chance sur notre territoire d'avoir une antenne régionale Hauts-de-France qui permet notamment une aide de 1 200 € sur les 1 400 que coûte le permis. J'ai 3 bénéficiaires dans l'accord des Tours qui sont concernés par ce dossier. Donc, ils ont réalisé en début de formation, en début de dispositif, leur dossier. Donc, on est très content puisque là, ils en sont à réviser le code. Alors, ça peut être combien tu as fait à ta dernière session de code. On vérifie aussi les recherches d'emploi. On vérifie que le projet professionnel validé ou les projets professionnels validés sont bien en cohérence avec les recherches d'emploi et les périodes de PMSMP. Alors parfois, il y a des désillusions, il faut réconforter, il faut toujours maintenir un niveau de confiance en soi. Donc ce qui est très intéressant dans le coaching individuel de détour créatif, c'est que, encore une fois, sur la partie coaching individuel, on est toujours en quête d'adaptation et de personnalisation par rapport à la personne qu'on a en face. On ne dit pas la même chose à un jeune de 25 ans qui n'a jamais eu d'expérience professionnelle, qu'à une personne qui est en situation de handicap et qui doit faire le deuil d'un ancien métier par rapport à la santé. Donc on est toujours en quête de faire au mieux pour booster la personne. Bien sûr, on a l'objectif des sorties positives et aussi l'idée, c'est d'être le relais des compétences RecTech qu'on travaille aussi en collectif. On les travaille également en entretien individuel. Moi, je leur demande toujours de venir avec leur outil RecTech, c'est-à-dire la roue qu'on a personnalisée. Et donc, ils arrivent et on explicite les compétences transversales. Super, ben on va en reparler un peu plus tard. Mais là, je voulais te demander s'il y avait eu justement des adaptations entre les deux cohortes que tu as accompagnées. Est-ce que vous avez adapté ces temps collectifs et individuels en fonction des deux cohortes? Oui, Tiffen, il y a eu des adaptations. On est riche d'une première expérience des tours créatifs, effectivement, sur Bruay-la-Buissière. Et on s'est rendu compte, au début de la cohorte, qu'on n'avait pas assez de temps, notamment. Donc, on a décidé, avec la direction, de passer de 1 journée à 2. Mais ça s'est fait sur plusieurs temps, sur plusieurs mois. Là, la première adaptation qui a été assez intéressante et prégnante sur Frévent, c'est qu'on a tout de suite dit, il nous faut 2 jours de collectif. On ne peut pas moins, en tout cas, c'est ce qui avait été dit en réunion. Donc ça a été une belle adaptation. On a démarré dès le départ avec, à mon sens, un nombre d'heures collectives intéressant à travailler. Donc ça a été un des premiers changements. On s'est dit, qu'est-ce qui fonctionne on élargit le temps. Ensuite, on a adapté la façon de sourcer, puisque on s'est éloigné des prescripteurs classiques, opérateurs de l'insertion pour du aller vers. Et puis, on a tout de suite été efficace sur le RecTech. Alors moi, j'ai eu la chance d'être formée à l'AFP2I il y a maintenant 2 ans sur le RecTech. Et puis, on a tout ce que Détour Créatif nous permet aussi en tant qu'accompagnateur. Mais ceci étant, du coup, il y a une meilleure maîtrise de l'outil RecTech et donc on a démarré tout de suite, j'allais dire, sur les chapeaux de roue, sur des bonnes bases. Donc ça, voilà. Donc c'est les principales adaptations. Et puis on a plus vite démarré le concours aussi. On a plus vite mobilisé les bénéficiaires sur le concours, puisque comme on est venu à Paris au mois de juin pour la première cohorte, on sait exactement comment ça se déroule, comment il faut faire. Donc ça aide aussi pour les cohortes d'après. Donc là, c'est un peu une des questions un peu phares de ces podcasts, mais tu parles de 2 jours, donc de 2 jours de 7 heures, j'imagine. Donc on est sur une base de 14 heures.
pour toi, c'est un minimum. J'ai d'autres partenaires qui parlent de 10 heures. Enfin, voilà. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Alors moi, c'est vrai qu'après 18 mois d'accompagnement des tours créatifs, je pense que des tours permet tellement de choses que même si on arrive à se canaliser et donner des axes intéressants au détour, pour moi 2 jours c'est le minimum parce que des tours ça permet beaucoup de choses en tant qu'accompagnateur. Je pense que moins de 10 ou 14 heures, l'accompagnateur serait très frustré. Voilà, faut garder ça parce que c'est un dispositif qui permet à la fois de travailler avec les compétences transversales, le RecTech, les open badges, les PMSMP et donc le lien avec les entreprises. Et ce dispositif est tellement complet que pour moi, dans la semaine, on ne pourrait pas bien le faire avec moins d'heures de collectif. Bon, là, c'est un point de vue d'accompagnante, pas forcément vis-à-vis des besoins des bénéficiaires. Après, c'est aussi dépendant, je pense, des publics de chacun, puisque vous n'avez pas forcément les mêmes publics que d'autres partenaires, mais c'est toujours intéressant d'avoir les points de vue de chacun sur ce nombre d'heures minimum. Alors, je sais que vous avez mis en place donc un club des tours créatifs, qui avait aussi, dans le cadre de ce club et du projet collectif, hein, des temps dans un bois de café, le bois de café, donc qui est un café solidaire. Donc, est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire un peu plus? Oui, Tiffaine. Alors, effectivement, la particularité de nos cohortes ici dans les Hauts-de-France, en tout cas les 3 cohortes de la FP2I, c'est qu'on a voulu décliner des tours créatifs sous un aspect club pour faire un pas de côté et encore plus s'imprégner j'allais dire, de la formation et d'un dispositif d'insertion autrement. L'idée, c'est vraiment d'avoir un endroit chaleureux, convivial, qui sort des sentiers battus. Donc effectivement, le club, pour le décrire, c'est un endroit où on peut travailler en buvant du café, en écoutant un petit peu de musique quand l'atelier le permet, bien sûr. C'est un endroit aussi où les bénéficiaires se sentent bien, où il y a vraiment un ADN. C'est aussi la possibilité d'avoir une carte club avantage, où là, mon directeur avait décidé de leur permettre aux bénéficiaires d'avoir des petites réductions. D'ailleurs, c'est eux qui l'ont co-construite, hein, les bénéficiaires, sur des axes tels que la mobilité, donc des réductions de train pour aller à un entretien de recrutement, par exemple, ou une période d'immersion. C'est aussi sur la fracture numérique, comment s'équiper à moindre coût à Emmaüs Connect, mais toujours avec une réduction. Voilà, donc ces axes-là, culturels, numériques, mobilité et bien-être, ont été travaillés sur la carte club, et cette carte a plutôt bien fonctionné puisqu'elle a contribué à faire que les bénéficiaires se sont vraiment sentis chouchoutés, respectés, et puis ils ont eu vraiment la sensation qu'ils avaient de la chance de faire partie d'un groupe qui avance et qui a aussi des avantages. Donc oui, on est très fiers de cette particularité club. On voit vraiment la différence avec d'autres groupes ou d'autres dispositifs. Donc, si j'entends ce que tu dis, il y a donc cette valorisation donc d'appartenir à un groupe, en fait, à un club. Et est-ce que justement ces réductions, tu penses aussi que ça a une valeur ajoutée sur leur insertion professionnelle? Est-ce que ça leur permet de rebondir plus vers l'emploi? Alors oui, moi j'ai pu remarquer par exemple sur la cohorte que nous avons suivie, accompagnée à Bruay, par exemple quand il y avait un atelier confiance en soi avec une coach en esthétique qui venait, il y avait un vrai relais qui était permis grâce à la carte, puisque la carte permettait une réduction chez le coiffeur, et du coup c'est vrai que ça a entretenu, ça a permis un écho, un relais par rapport à des ateliers. Si quelqu'un venait avec la présentation d'un garage solidaire, il y avait une réduction dans ce garage solidaire. Donc la carte, c'était aussi comment se faire l'écho de ce qu'on fait sur le terrain, de ce qu'on fait en atelier collectif. Et pour moi, cette carte, elle a permis aux bénéficiaires en autonomie de maintenir un rythme, maintenir une cadence. Donc je pense qu'il y a un effet très positif sur l'insertion, notamment sur les axes qui ont été travaillés, bien-être, mobilité et numérique. Certains bénéficiaires ont pu s'équiper à moindre coût alors qu'ils n'avaient pas de connexion Internet et pas d'ordinateur. Donc on a pu voir un avant et un après carte avantage. Donc ça, un vrai dispositif, pas un dispositif dans le dispositif à essaimer et
à essaimer au plus grand, on va dire, pour ce type de prestation, quoi. C'est ce que tu préconises. Enfin, moi, il me semble aussi que c'est une super idée, donc bravo à l'AFP2I pour ça. Alors, je reviens au référentiel RecTech que tu as un peu énoncé. Alors, qu'est-ce qu'il t'apporte toi en tant qu'accompagnatrice et qu'est-ce qu'il apporte aux bénéficiaires? Alors, pour moi, le RecTech, c'est une façon pour l'accompagnateur de canaliser les échanges, de parler le même langage. On y a travaillé pour la première cohorte de Bruay. On a réussi avec Inter-Inser notamment, à travailler en retour de période d'intérim sur le même langage, c'est-à-dire que, par exemple, Nathalie Montrel d'Inter-Inser, notre contact là-bas, était capable de prendre la roue RecTech, les compétences transversales, et nous dire un bénéficiaire de détour créatif revient d'une mission de 3 semaines dans le bâtiment et est passé de 3 à 4 en organisation de son activité. Donc ça, c'est vraiment intéressant de développer le RecTech et pour les bénéficiaires, bien sûr, pour les accompagnateurs, et puis aussi se faire un écho, un relais sur le terrain en entreprise. Donc moi, j'y vois une réelle valeur ajoutée sur on peut tous au national parler le même langage. Il ne faut pas oublier que Détour Créatif, c'est une action nationale et s'aimer partout en France. Donc d'avoir un référentiel qui permet dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, de parler, j'allais dire, de la même façon, ça c'est hyper intéressant. On peut du coup nomenclaturer ce qu'on fait, ça permet de canaliser aussi. Donc ça c'est intéressant, puis c'est un vrai support. Donc en tant qu'accompagnatrice, moi je trouve le RecTech vraiment, c'est une vraie valeur ajoutée. Et les bénéficiaires, eux, ça leur permet aussi de savoir où ils en sont. Ils ont une photographie à l'entrée en formation de où j'en suis sur ma carte RecTech, de mes compétences transversales, et on a une vraie vision des axes d'amélioration. Donc ça permet vraiment de visualiser, de savoir où on en est. En tout cas, c'est ce que les bénéficiaires me disent. Donc vraiment, j'encourage tous ceux qui ne le feraient pas encore à travailler sur le RecTech parce que c'est un outil qui, pour moi, a fait ses preuves et est très intéressant. Et valorise donc les compétences des bénéficiaires, quoi. Donc tu nous parlais d'Inter-Inser. Justement, je voudrais que tu nous parles un peu plus des suivis en entreprise. Alors, tu nous as parlé du RecTech, tu peux continuer à approfondir là-dessus ou sur autre chose. Donc que tu as pu effectuer donc, sur les 2 cohortes que tu as accompagnées, donc ces suivis entreprises. Comment tu as pu les mener et qu'est-ce qu'ils apportent au parcours des bénéficiaires? Quelles sont les valeurs ajoutées en résumé des suivis entreprises que tu as pu faire et quels suivis entreprises as-tu pu faire? Alors sur la partie entreprise, donc là c'était un grand travail aussi de sourcing, savoir qui sur le terrain pouvait nous aider à effectivement à signer une convention avec nous, à relayer le RecTech. Et donc on a trouvé avec mon pilote Florence à l'époque l'année dernière sur Bruay, Inter-Inser effectivement a tout de suite compris l'intérêt de travailler en collaboration avec nous sur le dispositif. Ah oui, agence d'intérim d'insertion, effectivement, dans le Pas-de-Calais. Et donc, avec cette structure, on a pu à la fois parler du RecTech, à la fois parler de retour à l'emploi à travers les missions d'intérim. Et le réel avantage qu'on y a trouvé, c'est que il y avait un suivi, un double suivi, c'est-à-dire que la personne était suivie chez Inter-Inser au niveau intérim et suivie aussi au niveau détour créatif à l'HP2I. Ce double suivi a permis de voir que, par exemple, on avait des personnes qui avaient du mal à trouver des périodes de mission d'intérim longues. Et ce qui a été très intéressant, c'est d'observer la confiance en soi qui revient, l'autonomie et beaucoup de compétences transversales qui ont été travaillées. Tout ce qui a été travaillé en atelier a permis aux bénéficiaires de passer notamment de 1 journée ou 3 jours de mission d'intérim à 3 semaines, puis CDD, puis retour à l'emploi. Donc on a vu cette échelle vraiment, on a été témoin avec Inter-Inser de ça, et donc on s'est fait le relais. Donc la personne se sentait suivie des 2 côtés, et donc les retours, voilà, le retour à l'emploi était sécurisé pour ces personnes-là, et surtout notre partenaire Inter-Inser prenait vraiment la température, et moi aussi sur le terrain, et ce qui ressortait, c'était que c'était les savoir-être qui étaient améliorés. Donc
le travail sur le RecTech, le travail en atelier avec des tours, a permis à ces personnes de réaliser vraiment un gain sur le savoir-être, notamment les sourires, la ponctualité, la façon de parler, le travail en équipe. Et c'est vrai que c'est surtout sur ça qu'on a vu des progrès. On est passé de personnes qui étaient très en dedans à un épanouissement et à de la confiance en soi pour un épanouissement derrière plus large et surtout professionnel. Donc on est très content de cette réussite-là avec Interinser. Alors le temps file, mais est-ce que tu peux nous préciser le plus rapidement que tu peux ce que tu fais dans le cadre maintenant avec ton deuxième groupe, dans le cadre des PMSMP? Alors là, dans le cadre des PMSMP avec la deuxième cohorte à Frévent, on est sur un partenariat avec Pôle emploi. Donc il y a un accompagnement aussi, il y a un double accompagnement, c'est-à-dire que les PMSMP elles sont suivies par le Pôle emploi et par moi au niveau des tours créatifs. On essaye aussi de développer avec un atelier chantier d'insertion qui s'appelle ATRE sur un mode ressourcerie qui est juste à côté de notre structure. C'est une vraie chance aussi de les avoir puisque on a signé une convention avec eux et de nouveau un partenariat sera possible toujours avec les compétences transversales et parler le même langage. Donc ça avance aussi bien sur la deuxième cohorte. Les échanges d'entreprises avancent bien aussi. Je travaille aussi, quand je suis en sourcing, sur d'autres touches pour l'instant, mais je ne le dirai que quand ce sera sûr. Ok, donc j'ai une vraie valeur ajoutée donc, de ces connexions avec les entreprises, on va dire, donc Interinser ou les entreprises qui accueillent en PMSMP, non seulement pour avoir ce suivi sur la montée en compétences, notamment RecTech et autres, mais aussi pour l'insertion professionnelle, comme tu l'as dit. C'est pareil, puisque quand tu vas visiter les entreprises PMSMP, il y a toujours cette idée d'insertion professionnelle derrière et la possibilité de positionner un peu les bénéficiaires. Alors bon, on va faire les deux dernières questions un peu en une, bon, qui peuvent aller un peu ensemble. C'est donner un point positif, un axe d'amélioration au dispositif, donc aussi bien par rapport aux bénéficiaires, à toi en tant qu'accompagnante, les évolutions que tu as pu opérer dans le cadre de ce dispositif dans ton métier d'accompagnante. Et donc les points les plus saillants, donc en résumé, les bonnes pratiques qui ressortent dans ce dispositif et en quoi il change des autres dispositifs. Alors oui, Tiffaine, effectivement, pour répondre à cette question, en fait, ce qui est très prégnant dans des tours créatifs, c'est que il permet beaucoup de. En fait, c'est pas que l'insertion, c'est vraiment le bénéficiaire au cœur du dispositif. C'est un accompagnement vu sous sa globalité, et c'est prégnant, il faut le dire, tous les dispositifs ne le permettent pas. Donc là, on a vraiment la possibilité de travailler l'accompagnement social, l'accompagnement professionnel, l'accompagnement de la confiance en soi. Il y a vraiment tous ces axes-là qui sont travaillés. L'idée, c'est aussi du temps pour travailler. C'est vraiment intéressant de se dire quand on démarre une cohorte, on a 12 mois plus éventuellement 3 mois de confort pour travailler ce dispositif. Parce que parfois on va dire les dispositifs sont plus courts. Donc là, on a du temps. Et le temps, c'est très précieux pour des personnes qui sont en manque de confiance. Ensuite, des tours créatifs, en tant qu'accompagnatrice, c'est la possibilité de s'épanouir puisqu'on peut faire tellement... on peut travailler avec les bénéficiaires sous tellement d'axes que du coup ça devient un vrai plaisir. Moi, c'est juste que je voudrais que toutes les actions soient comme des tours maintenant. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Les axes d'amélioration, c'est toujours chercher à faire mieux, à faire plus. Là, notamment sur ma dernière cohorte, ce que je voudrais, c'est continuer à signer des conventions avec des entreprises, continuer à bien faire le sourcing, toujours pour aider les bénéficiaires, hein, puisque l'idée c'est toujours ça. On se lève le matin en se disant comment on peut les aider encore mieux. Et dans le dispositif des tours créatifs, l'idée c'est vraiment de continuer à avoir une liste d'entreprises partenaires pour pérenniser toutes ces aides sur le terrain. Donc voilà, j'ai peut-être oublié des choses, mais c'est ce qui me paraît le plus important. Tu m'avais parlé aussi du côté national du dispositif avec notamment le concours et le comité des bénéficiaires qui permettaient aussi de valoriser
les bénéficiaires, qu'il y avait aussi ces échanges avec les autres régions qui étaient aussi quelque chose que tu ne fais pas forcément, enfin vous n'avez pas des dispositifs nationaux toujours, donc avec ces échanges possibles entre les régions. Je pense que j'ai résumé. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Stéphanie? Donc oui, oui, juste pour l'aspect national, on se rend compte pour les bénéficiaires que c'est quelque chose d'important. Ils ont vraiment la sensation de faire partie d'un tout, d'un groupe. Les accompagnateurs aussi le sentent. Moi, j'ai eu la chance de faire partie du concours au mois de juin à Paris et de monter avec une de mes bénéficiaires déléguée du groupe Bruet. Et c'est vrai qu'on en ressort nourri, enrichi, et on se sent valorisé avec des tours créatifs à tout point de vue, au niveau bénéficiaire bien sûr, puisque c'est ce qu'ils me disent au quotidien toutes les semaines, et au niveau accompagnateur, on est, même si tous les groupes sont au niveau national éparpillés, moi je pense que c'est une action qui nous permet vraiment d'avancer. On est toujours en recherche de faire mieux en analyse de pratique, et merci à des tours créatifs pour ça. Ben, merci à toi Stéphanie pour tout ce travail avec les bénéficiaires et merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. À bientôt. Au revoir.